La guerre en Russie, et oui j'ai bien écrit cela, continue. Nous allons voir la carte folle dans un instant, mais je dois d'abord révéler le point principal d'aujourd'hui. La guerre devient rapidement insoutenable pour les Russes ordinaires, et c'est grâce à certaines décisions de sanctions prises tôt par l'Occident qui commencent enfin à avoir un impact sur Moscou. Oui, aujourd'hui c'est une exploration passionnante de la juxtaposition des MILF et des polices de réassurance. Et je suis fier d'être certainement la première personne à avoir jamais associé ces deux choses dans l'histoire de l'humanité. De plus, nous essaierons aussi de comprendre pourquoi le Kremlin lui-même ne fait rien à ce sujet. En mettant de côté mes propres exploits verbaux, la principale campagne à laquelle je fais référence, bien sûr, ce sont les frappes de l'Ukraine sur les centres de distribution de Wildberries. Et bon sang, l'Amazone russe est en train d'être détruit plus vite que la véritable forêt amazonienne. Voici une carte de la Russie reconnue internationalement, avec tous les sites détruits, incendiés ou autrement rendus dangereux. Vous remarquerez une concentration autour de Moscou pour des raisons évidentes. Alors j'en ai un en dehors de la carte parce qu'il s'est produit en Crimée, et bien qu'il soit encore dans le tiers ouest du pays, il commence à se déplacer vers l'est. Rien que ce matin, vous pouvez ajouter des rapports de 3 autres, à Volgograd, au Tatarstan, et une deuxième fois juste de l'autre côté du détroit de Kertch. De plus, il semble que l'Ukraine ait frappé un centre de distribution du principal concurrent de Wildberries, Ozon, qui s'était peut-être auparavant seulement retrouvé dans la ligne de mire à cause de certaines installations voisines de Wildberries. Nous en sommes arrivés au point où Firepoint, l'entreprise surtout connue comme producteur du missile de croisière Flamingo, bien que leur drone soit responsable de ces attaques, joue à une sorte de bingo Wildberries sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que je voulais dire. Devinez correctement la prochaine cible, et vous pourriez gagner l'un de ces porte-clés estampillés Firepoint. Et si vous vous demandez pourquoi cela s'appelle MILFTech, eh bien, comme c'est une émission familiale sur la guerre, je ne peux que supposer que MILF signifie manque d'inventaire, logistique en faillite. Ou alors c'est parce que la PDG est une femme et qu'elle se moque des stéréotypes de genre concernant les femmes dans l'industrie de la défense. Au fait, elle est née en 1992, au cas où les millennials plus âgés auraient besoin d'une raison supplémentaire de reconsidérer ce qu'ils ont fait de leur vie entière. Quoi qu'il en soit, Firepoint est très satisfait du chaos qu'ils ont provoqué et n'hésite pas à utiliser les propres enregistrements de la Russie sur les dégâts pour renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Aussi intéressant que soient les contenus autour de MILF sur les réseaux sociaux, la véritable histoire derrière les problèmes actuels de la Russie, c'est l'assurance. Encore une fois, ces bons vieux systèmes financiers remettent ça. Les entreprises ont besoin d'assurance pour se couvrir contre les différents risques auxquels elles sont confrontées au quotidien. Vous pouvez avoir un excellent modèle économique rentable, mais il existe toujours un risque qu'un événement catastrophique survienne. Vous ne voudriez pas qu'un contretemps ruine une source de revenus fiable. C'est pour cela que vous avez une assurance contre ce risque rare mais grave. Cependant, les guerres perturbent toute l'opération. Les compagnies d'assurance mutualisent les risques dans leur modèle économique. Un incendie dans une usine, par exemple, est un événement rare qui serait dévastateur pour cette entreprise en particulier, à cet endroit précis. Mais si un assureur couvre une centaine d'usines différentes, il y a beaucoup moins de variance dans le résultat attendu grâce au bienfait du théorème central limite. Il perçoit des primes de ces entreprises, sachant que seules quelques-unes subiront des incendies. Mais c'est pas grave. Les primes des autres entreprises couvrent largement les indemnisations, donc l'assureur peut réaliser un bénéfice chaque année. Cependant, ce modèle économique pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la malchance. Malgré la tendance du théorème central limite, il existe toujours des extrémités dans la distribution où, par pure malchance, un grand nombre d'usines brûlent la même année. Ce problème est résolu grâce à ce qu'on appelle la réassurance. J'ai entendu que tu aimais l'assurance, alors je t'ai pris une assurance pour ton assurance, ainsi tu peux t'assurer en t'assurant. Chaque assureur individuel court un faible risque de malchance, que le réassureur mutualise, comme les assureurs le font pour les entreprises assurées à l'origine. C'est la magie derrière l'industrie de l'assurance, à laquelle aucun de nous, les gens ordinaires, n'a jamais à penser. Parce que tout cela se passe en coulisses. Mais les choses se détériorent sans cela, et vous pourriez douter que votre assurance vous indemnise s'il n'existait pas.
Passons à la suite. Le deuxième problème avec le premier niveau des régimes d'assurance est le risque corrélé. Quand seulement 3% des usines subissent des incendies, le système fonctionne très bien. Lorsque 97% du temps il n'y a pas d'incendie, et que 3% du temps toutes les usines subissent des incendies, tout s'effondre. Bien sûr, la compagnie d'assurance accumulerait de l'argent pendant 97% du temps, mais pendant les 3% restants, elle deviendrait insolvable. C'est pourquoi les polices d'assurance incluent généralement des clauses de force majeure, dont la plupart limitent les indemnisations lorsque la cause des dommages est corrélée. Cela peut sembler une astuce des compagnies d'assurance pour limiter leur couverture, mais c'est en fait la réalité. Les assureurs ne peuvent pas indemniser tout le monde simultanément. Les clients ne devraient ni payer pour cette éventualité, ni s'attendre à recevoir cette couverture. Peut-être que vous voyez où cela mène. Réfléchissez au problème de corrélation dans le contexte des bombes ukrainiennes. Pour que l'assurance fonctionne, savoir que mon usine a eu un problème ne devrait rien nous dire sur le fait que votre usine ait eu un problème ou non. Mais les campagnes de bombardement stratégiques ne fonctionnent pas ainsi. Apprendre que votre centre de distribution a été détruit me fait penser que le mien a plus de chances d'avoir été détruit. Le fait de savoir que l'Ukraine attaque ses cibles rend tout le monde mal à l'aise. Et pour aggraver les choses, plus je vois de sites détruits, plus il y a de chances que le mien ait été détruit, car nous en apprenons davantage sur l'ampleur de la campagne de bombardement. Du coup, les contrats d'assurance standard ne servent à rien ici. Ce n'est pas qu'une question de risque accru de destruction. Les assureurs pourraient régler ce problème avec des primes plus élevées. C'est la corrélation qui pose problème. Maintenant, il existe toujours une solution basée sur l'assurance ici. Faites payer ces primes élevées, puis cherchez un réassureur. Le réassureur exigera alors ses propres primes élevées. Mais s'il assure beaucoup d'autres assureurs, il peut absorber le risque corrélé dans un seul ensemble, tant que ce risque corrélé n'est pas corrélé avec les autres risques qu'il assume. C'est là qu'un autre problème se pose spécifiquement pour la Russie. Peu de compagnies de réassurance existent dans le monde. L'entreprise est extrêmement gourmande en capital si vous voulez garantir vos engagements de manière crédible. Les meilleures compagnies de réassurance sont justement occidentales. Vous voyez maintenant où est le problème. Les entreprises russes ont commencé à passer à l'assurance russe après l'annexion de la Crimée en 2014 et ont dû, en gros, passer brutalement aux compagnies nationales après l'invasion lancée en 2022. Ces compagnies d'assurance ont également dû passer à des réassureurs russes. Nous rencontrons ensuite deux autres problèmes. Premièrement, les réassureurs russes sont petits. Trop petits pour le défi actuel. Deuxièmement, et c'est là que les choses deviennent compliquées, les réassureurs ont leur propre réassurance, appelée rétrocession. C'est exact, je t'ai obtenu une assurance, pour ton assurance, afin que tu puisses fournir une assurance pendant que tu fournis une assurance pendant que tu fournis une assurance. Les fournisseurs de rétrocession sont les plus exposés aux risques et doivent donc être encore plus grands en diversifiant leurs risques aussi largement que possible. Un ouragan en Floride et un tremblement de terre à Taïwan sont à peu près aussi peu corrélés que possible, donc ils peuvent quand même avoir l'esprit tranquille. Et le jour où vous pourrez rassembler ces informations et rester constamment une longueur d'avance sur moi, je suppose que vous voyez le problème ici. Les réassureurs russes n'ont pas accès à la rétrocession précisément parce que cela nécessite un accès aux marchés mondiaux. Cela laisse l'assureur en dernier ressort, l'État russe lui-même. Les entreprises russes n'entendent pour l'instant du gouvernement que des pensées et des prières. Même lors de catastrophes naturelles, les gouvernements deviennent souvent l'assureur par défaut quand aucune entreprise ne veut intervenir. Ils font supporter à toute la population le coût des conséquences négatives. Dans le cas de la Russie, cela ne serait que logique. Il y a 4 ans, le Kremlin a décrété qu'il y aurait une guerre à grande échelle en Ukraine. Ainsi, quand cette guerre a touché la Russie, l'État entier devrait prendre en charge les dégâts. Une entreprise privée ne devrait pas porter le fardeau de la guerre. Non, le Kremlin ne voit pas les choses ainsi. Et l'absence d'une aide sérieuse au-delà des promesses de prêts et d'allègements fiscaux soulève des questions sur ce que le Kremlin a en tête, car chaque Russe impliqué dans le commerce électronique assume désormais le coût de la guerre. Je pense que ce manque d'action s'explique par 2 facteurs combinés.
Le Kremlin ne peut tout simplement pas se le permettre. Le commerce électronique représente environ 8% du PIB si la destruction de Wildberries et autres touche également leurs vendeurs tiers. Et cela avant même que d'autres secteurs interviennent, comme les épiciers, voulant réduire la taille de leurs centres de distribution pour éviter ce problème. Le Kremlin n'a pas les liquidités pour indemniser ce type de dommages. Eh bien, pas sans imprimer une quantité absurde d'argent, ce que les économistes russes savent être une mauvaise idée pour de nombreuses autres raisons. Le Kremlin est actuellement sous contrainte financière avec la perte de ses revenus de raffinage. C'est pourquoi il y a des rumeurs selon lesquelles la Russie abandonnerait le recrutement par contrat et passerait à une mobilisation de 500 000 hommes en 2 mois, car cette dernière option coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et tout l'argent liquide que la Russie possède reste plutôt dans un coffre-fort pour se prémunir contre un problème de contagion qui pourrait entraîner un risque systémique pour l'ensemble du système financier russe. Lors de notre dernière discussion sur Wildberries, nous avions conclu que l'entreprise ne semblait pas rencontrer ce type de problème selon les informations publiques. Le Kremlin peut ainsi dormir tranquille, satisfait d'avoir transféré de nouveaux coups de guerre à une victime qui ne se doutait de rien. Ou du moins, les décideurs derrière ces murs fortifiés peuvent essayer de bien dormir, tant que les Russes mécontents ne commencent pas à descendre dans la rue. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Les frappes ukrainiennes contre Wildberries continuent et semblent viser d'autres cibles liées. Les assureurs russes ne peuvent pas gérer le problème à cause de son ampleur et des sanctions occidentales. Et le Kremlin, jusqu'à présent, ne daigne pas s'occuper des problèmes, bien qu'il soit la seule entité capable de le faire à ce stade. En attendant, souvenez-vous des débuts en lisant l'un de ces 2 excellents livres sur les origines de la guerre. Voir la description de la vidéo pour plus d'informations. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.